Gouvernement qui décide de réduire le train de vie de l'État. Basile Agbo, est-ce que déjà il faut décider de s'en prendre tout de suite au salaire ou bien il n'y a pas en amont d'autres opérations à régler, par exemple un audit de la fonction publique où il faut débusquer les fonctionnaires fantômes, ceux qui sont morts et qui sont encore là, en train de percevoir les salaires. Tout cela, si on arrive à les déduire de la masse salariale, ça fera une belle réduction. Donc je crois que c'est également un chemin que le Gabon doit prendre, de détecter ceux qui sont réellement des vrais fonctionnaires et ceux qui ne sont plus là, mais qui sont toujours là sur le budget de l'État à percevoir des salaires. Mais on ne peut pas comprendre que dans un pays, la masse salariale soit de 59% des revenus du pays. C'est grave. C'est terrible. C'est pas possible. 59% le pays va où? Mais la dérive là. Alors, est-ce qu'eux-mêmes, ils se sont posé la question de savoir est-ce que nous irons loin dans cette démarche-là? 59%, c'est beaucoup. Il n'y a plus rien à faire alors. Il y a, les projets de développement sont mis à l'eau, tout ce qui est à faire pour que le pays se développe est mis à l'eau. On ne peut pas continuer sur cette lancée-là. C'est-à-dire que dans beaucoup de pays, il faudrait que les gens comprennent que lorsque on veut faire un plan pour que le pays avance, il faut veiller à cela. C'est la raison pour laquelle parfois le FMI et la Banque mondiale, tout ça là, reviennent dans certains de nos pays pour demander la récession budgétaire dans tout ça. Donc je crois qu'ils sont déjà allés trop loin. Maintenant, il y a nécessité à revenir derrière, même si au jour d'aujourd'hui, on va faire les enquêtes parce qu'ils disent à partir du mois de juillet, ils vont essayer donc de faire les enquêtes pour voir les vrais salariés, etc. etc. Mais toujours est-il que ça c'est une obligation pour le peuple gabonais d'accepter serrer la ceinture pour sauver l'économie, comme le disait le porte-parole Ngouni, pour sauver l'économie du pays. Parce que ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Dans aucun pays au monde, comme le disait tout à l'heure le collègue, dans aucun pays au monde, le salaire, la masse salariale de 59% du budget, ça va être 41%. Pourquoi faire alors? Donc je crois qu'ils sont allés trop loin. Ils doivent accepter aujourd'hui cette récession économique. Mais qu'est-ce qui doit l'accompagner? Aujourd'hui, il faudrait qu'on prenne les résolutions pour que dans les marchés aussi, les prix des produits diminuent. La location doit diminuer. Tout ce qu'il y a comme frais que les gens doivent encourir, ça doit diminuer. Les frais scolaires, tout ça là doit diminuer. Parce que imaginez, les gens qui ont jusqu'à 650 000 francs comme salaire mensuel, mais au Togo, lorsque vous arrivez à 650 000, c'est que vous êtes déjà un ministre en fonction. Les gens sont jusqu'à 2 millions comme salaire. Vous voyez, donc je crois qu'il est important que les Gabonais le comprennent. Ça, c'est une ceinture qu'ils doivent accepter serrer pour sauver le pays. Sinon, le pays va à volo. Justement, Basile, vous m'avez devancé dans la question que j'allais poser à Adam Adjono. Ceux qui sont à 650 000, ils vont perdre 5%. Ceux qui sont à 2 millions perdent 15%. Mais au même moment, Basile l'a dit, en fonction du salaire, il y a eu des choses qui ont été faites. Le prix du loyer au Gabon, il paraît que c'est très exorbitant. Sur le marché, les produits ne sont pas à la portée de tout le monde. Si on réduit, il faut une action dans ce sens-là. Oui, nécessairement. Mais vous savez, un État est toujours un État. Je pense que s'il faut le faire, il n'y aura pas... Ou ça va se faire de soi? Pas forcément, parce que vous savez, les gens ont investi, ils ont cherché leur argent, ils ont investi dans l'immobilier. Quand vous avez donc les gouvernants qui sont là, ils n'ont pas pris des mesures en ce sens-là. Les gens ont construit, donc ce n'est pas possible qu'on puisse le leur imposer. Il faudrait quand même en amont, moi je pense qu'il faudrait en amont commencer par sensibiliser. Il ne faut pas quand même, comment en est-on arrivé là? Parce que lorsque vous prenez un peu le cheminement, et Ali Bongo est arrivé aujourd'hui au pouvoir, je crois qu'il est en train de finir. Il est dans son deuxième mandat de 14 ans. Et il a eu à faire un mandat. Et lorsque vous prenez ces pays-là où la démocratie est un peu biaisée, il est difficile de prendre certaines décisions, compte tenu du fait que les gens ne veulent pas lâcher prendre. Donc vous comprenez avec moi que il serait difficile qu'Ali Bongo puisse prendre. Mais quand même, ce sont des décisions courageuses qu'il faut prendre parce qu'il n'arrive quand même pas à supporter. Il y a un pays voisin de ce pays-là, compte tenu de ces récessions-là, ont repoussé carrément des élections qu'il fallait organiser. Donc, vous savez, pour ne pas tomber dans ce délire-là, il faudrait quand même prendre des décisions. C'est ce qu'il a fait. Je pense que cela va de soi pour que la démocratie s'en suive. Parce que lorsqu'ils prennent, ils perdent quand même quelque part des cotes de popularité. Ça, c'est évident parce que tout ce on en est arrivé là, compte tenu, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui parler de la gouvernance d'Ali Bongo sans associer la gouvernance de son père. Donc, on se dit que c'est la même famille qui a causé tout ça là, dont les gens ne sont pas prêts à lâcher tout de suite.
Donc, moi, je pense que c'est une décision courageuse quand même qu'il faut prendre à un moment donné. David Diakwavi, mais le sommet de l'État doit aussi donner l'exemple. Quand vous savez, ce n'est pas peut-être qu'au Gabon, vous avez dans nos pays des ministres qui ont des véhicules 4x4. Parfois, ils les garent. Et quand ils sont en réunion, les véhicules, on ne coupe pas le moteur, ça tourne, la clim marche, et tout ça, c'est de l'argent que le contribuable paye là. Je pense que une réduction même du train de vie du sommet de l'État. Oui, et le gouvernement d'Ali Bongo aurait pu diriger ses recherches vers là-bas. D'abord, il faut commencer par le sommet de l'État. Moi, je pense, pour donner l'exemple, j'estime que Ali Bongo aurait peut-être pu décider de ne plus toucher son salaire sur une certaine période annuelle. C'est-à-dire, il peut dire pendant une année ou pendant 2 années, je ne touche pas mon salaire, je le reverse à l'État. Ça va motiver. Parce que les grosses dépenses, ce n'est pas le secteur public, c'est le sommet de l'État. Quand vous prenez le budget de la présidence du Gabon, c'est terrible. Quand vous prenez le budget des institutions qui sont la primature, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, etc., il faut aller fouiller là-bas. Il faut diminuer les charges salariales de toutes ces personnalités et pouvoir réinvestir cet argent pour participer au développement de ce pays. Alors aujourd'hui, le plus gros perdant, c'est le peuple gabonais. C'est le peuple parce que ce peuple est habitué à faire des dépenses sans véritablement compter. Hein, le loyer à Libreville, c'est extraordinaire. Quand on vous donne le prix de pièces ou d'une petite villa qu'on a à Lomé peut-être à 100 000, là-bas tu l'as peut-être à 300, 400, 500 000. Et en face, il y a le salaire qui répond. Donc aujourd'hui, si le gouvernement gabonais dit « je veux réduire les charges financières », du pays, est-ce que les motivations vont suivre? Est-ce que les autres décisions, est-ce que comment on appelle ça, est-ce qu'il y aura d'autres solutions palliatives, justement, parce que ça ne sert à rien de réduire les salaires des fonctionnaires si à la fin du mois on n'a plus rien après 2 ou 3 jours de course au marché. Donc ça risque de poser un autre problème. Et donc aujourd'hui, le gouvernement gabonais doit véritablement pousser les réflexions pour trouver la solution palliative. Lorsqu'on accepte de diminuer le salaire des fonctionnaires publics, il faut aussi accepter de diminuer les prix dans les marchés, dans les magasins, un peu partout, le loyer, etc. C'est une motivation patriotique. Aujourd'hui, c'est le pays qui tangue, et s'ils ne savent pas faire, comme Basile l'a dit, l'État gabonais ne pourra plus payer le problème, c'est aussi qu'on est dans des pays où, par exemple, le prix du loyer, c'est pas vraiment réglementé, c'est chacun qui fixe le prix de ce qu'il a construit. Oui, et ça, c'est un problème. C'est extraordinaire, c'est pas seulement au Gabon, c'est partout en Afrique noire, en tout cas. Moi, je connais un peu les prix des loyers dans certains pays. Quand vous allez au Maroc, qui que vous soyez, vous n'avez pas le droit de fixer votre salaire, votre loyer. Parce que les études sont faites sur la base de certaines recherches et les villas ou bien les loyers qui sont proposés aux locataires suivent des études qui sont faites sur la base des moyens et de l'occupation par rapport à la superficie terrienne. Donc, lorsque vous avez 2 pièces dans tel quartier, le prix du loyer est déjà fixé. Ça se fait un peu à Abidjan aussi. Mais par contre, chez nous, au Togo et au Gabon précisément, lorsque vous êtes propriétaire d'une maison, vous êtes un millionnaire. À Libreville aujourd'hui, si vous avez 2 pièces, si vous avez une petite villa, vous êtes tranquille, votre retraite est assurée. Et donc, l'État gabonais doit regarder aussi là-bas. L'État gabonais doit aller aussi équilibrer les prix dans les marchés. Parce qu'aujourd'hui, quand le fonctionnaire gabonais prend son salaire qui rentre au marché, tellement le salaire est mirobolant, il ne compte pas. À la fin, il se dit, dans 30 jours, je vais avoir mon autre salaire. Et donc, il ne compte pas, il fait des dépenses. Maintenant que le pays n'arrive plus à respirer financièrement, on vous coupe
les vannes, on vous dit, vous suivez parce qu'il faut serrer la ceinture. Il faut que l'État aide aussi la population gabonaise à accepter de serrer la ceinture. Parce que si l'État ne le fait pas, ça risque de créer d'autres situations dans ce pays. Mais il y a aussi un autre aspect, Basile Agbo, c'est que le gouvernement dit que les recrutements de la fonction publique sont suspendus pour 3 ans, tout comme les avancements et les reclassements. Alors là, ça, il y a un problème pour le futur. Il faut comprendre le niveau du problème qui se pose aujourd'hui au Gabon. Ce n'est pas de gaieté de cœur, je crois, que le gouvernement gabonais est en train de prendre ces mesures-là, parce que le gouvernement a vu venir un danger qui est proche et il faudrait rapidement pallier à ce danger-là. Je crois que tout à l'heure, David posait le problème du train de vie de l'État. C'est vrai, ils ont prévu ça également dans les propositions. Le train de vie de l'État, les cabinets de l'État vont réduire leurs dépenses également. Je crois que ça ira également sur les salaires des ministres et au-delà. Ils ne vont pas laisser la population souffrir et eux vont continuer à vivre dans le. Je crois que c'est également à ce niveau. Et il y a également ce projet-là qu'ils sont en train de mettre sur pied. Ceux qui devraient aller à la retraite vont aller à la retraite. Ils ont fait des enquêtes à ce domaine là-bas. Et donc, ils vont aller à la retraite. Et il y a beaucoup de mesures qu'ils sont en train de prendre. Je crois que la première mesure doit être donc vraiment de diminuer la masse salariale de l'État. Je le répète toujours, 59%, c'est trop. Et de deux, mais vous savez, je ne sais pas, les Gabonais peut-être sont en train de nous suivre d'ici. Les Gabonais ne travaillent pas beaucoup. Non, ça, il faut quand même le dire. Les gens vont au boulot, dès qu'ils ont leur salaire, c'est des quinzaines qu'on leur paye. Alors, lorsqu'il a son salaire de quinzaine, il reste à la maison une semaine avant de reprendre le boulot. Vous voyez? Donc, il faut obliger les Gabonais à savoir que l'argent coûte cher. Il faut le gagner à la sueur de son front et vraiment à la sueur. Mais, je plains ce qui va se passer le président gabonais. L'opposition va sauter sur ce truc-là et pour faire sa campagne. Il va se dire, mais voilà où vous nous avez conduit, maintenant vous voyez, vous, population, on est en train de tirer sur vos sous, alors que je crois que c'est une mesure qui est prise, pas de gaieté de cœur par l'État gabonais, mais c'est parce qu'on voit venir quelque chose. Même si aujourd'hui, l'opposition peut se servir de ça pour faire sa campagne, l'opposition ne peut pas passer outre cette mesure-là si jamais elle venait au pouvoir. Voilà, c'est important. Ce qui est beaucoup plus inquiétant aussi, vous allez constater que tout récemment dans ce pays-là, il y avait eu des revendications surtout au niveau des enseignants. Donc je me dis aujourd'hui, ces enseignants qui réclamaient un peu plus et qu'on vienne leur dire aujourd'hui non, on va diminuer. Donc vous convenez avec moi que ce ne serait pas quand même vraiment de la grande amour. Alors, sans dire aussi qu'il y a une sorte de nouvelle éducation qu'il faut faire à la société gabonaise en général. Mais tout à fait, c'est ce que je disais tantôt, que c'est une mesure, disons, précautionneuse et courageuse que l'État gabonais devait, puisque ça devait arriver tôt ou tard, parce que sans quoi il ne pouvait pas continuer comme ça. Puisque je me dis aujourd'hui, cette mesure-là était vue il y a longtemps, mais c'est que il y avait toutes ces présomptions d'électorat qui étaient là, où Ali Bongo ne pouvait pas quand même jeter comme ça cette décision-là dans la population. Il fallait attendre un moment donné. Donc je pense que c'est le bon moment, même mieux vaut tard que jamais. C'est vrai que ça a causé des dégâts collatéraux énormes, mais il faudrait quand même arriver un jour à prendre cette décision-là qu'il a prise. Nous allons parler maintenant du second sujet, c'est la République centrafricaine. L'Assemblée nationale de la Centrafrique a adopté le mardi 29 mai dernier la loi ratifiant le règlement de la Cour pénale spéciale, la juridiction extraordinaire qui doit juger les crimes commis en Centrafrique depuis 2003. La Cour pénale spéciale a été créée en 2015 mais n'est pas encore opérationnelle. Son procureur et ses 25 juges nationaux et internationaux ont été nommés en 2017. Une dizaine d'officiers de police judiciaire chargés de mener les enquêtes en mai, mais les enquêtes n'ont pas encore commencé. L'adoption de cette loi par l'Assemblée nationale donne donc les moyens légaux à la CPS de commencer ces enquêtes. David Djagbavi, on a les crimes dont il s'agit ici. Ces crimes sont déjà connus de la Cour pénale internationale. Il n'y a pas de doublon? Est-ce qu'on peut parler de doublon? Moi, je pense que cette décision vient en complément à celle qui a été prise dans le temps avec ces crimes qui ont été commis dans ce pays. La mission qui est dévolue à cette cour consiste à faire la lumière sur les crimes qui ont été commis. Mais le problème auquel fait face cette cour aujourd'hui, c'est la perte de temps. Parce que
Sa mission a été définie dans un délai. On leur a donné 5 années pour véritablement faire leur travail. Ils ont passé tout le temps à ne rien faire. Ils ont perdu 12 mois à ne rien faire. Après l'appel de l'ONU, il y a d'autres pays de la communauté internationale qui ont lancé aussi des appels pour amener le gouvernement centrafricain à mettre en place cette cour qui a pour mission de faire la lumière sur les crimes qui ont été commis depuis, je pense, 2003 ou 2005, et pour permettre que la justice puisse véritablement faire son travail. Donc aujourd'hui, moi, je pense que cette décision vient en appui à ce qui avait été avancé lors à la fin de la guerre civile que ce pays avait connue, et ça permettra au peuple centrafricain aujourd'hui de pouvoir trouver des réponses à ces interrogations. Vous savez, le pays, la Centrafrique est un pays très instable depuis très longtemps. Après le départ de Patassé, le pays a sombré dans la violence, dans la crise politique. Le général Bozizé était arrivé, il n'a pas pu stabiliser le pays, il n'a pas pu sécuriser l'ensemble du territoire centrafricain. Après, il a été évincé pour quelques mois, voilà, et à la suite, on a nommé une présidente par intérim qui a posé les bases de la reconstruction de ce pays. À la suite de son mandat, le nouveau président qui est là aujourd'hui, comment il s'appelle, Archange Touadéra, a véritablement ce soutien de la communauté internationale qui demande à la Centrafrique aujourd'hui de stabiliser, de sécuriser l'ensemble du territoire de ce pays. Donc, cette cour, si elle a les coups des franches, va pouvoir faire le travail pour lequel elle a été mise en place, et cela permettra de faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé dans ce pays lors de ces périodes d'instabilité politique à traverser la Centrafrique. Mais Basile Agbo, si on a une cour pénale spéciale, on se doute que ce n'est pas pour les crimes de droit commun, c'est pour des crimes vraiment spéciaux, c'est-à-dire crimes de guerre, crimes de génocide, crimes contre l'humanité. Mais CPS, CPI, où est la grande différence? Non, mais je crois que il faut quand même comprendre ceci, que cette histoire de CPI dont on parle tant et qui donc se sert à juger les pays africains, donc on accuse de crimes, etc., etc. Mais vous voyez les limites de cette cour aujourd'hui. Et depuis Gbagbo est là, on n'arrive pas à lui trouver donc les crimes commis. On est allé chercher pendant plus de 2 ans les crimes. Lorsqu'on a commencé par le juger, il y a des témoins à charge qui sont devenus des témoins à décharge. Et la dernière fois, on a libéré donc Jean-Pierre Bemba. Donc la question se pose de savoir la crédibilité même qu'on peut accorder à la CPI aujourd'hui. Et donc les États doivent prendre les dispositions pour qu'on puisse vraiment juger les crimes des pays dans les pays et ne pas se laisser à la dictate de cette Cour pénale internationale. Je crois peut-être une Cour pénale spéciale africaine. Une Cour pénale spéciale africaine, peut-être, mais est-ce que nous avancerons vraiment vers quelque chose de fiable? C'est vrai que c'est difficile pour chaque pays de pouvoir juger les personnes qui ont fait des crimes, qui ont commis des crimes dans les pays, c'est toujours difficile, mais il faudrait qu'on revoie un peu le schéma de la CPI et savoir comment est-ce qu'on peut structurer cette CPI-là. Si tant est que nous voulons que justice soit faite et qu'on puisse vraiment régler les problèmes de crimes, il faudrait un peu revoir le CPI. Donc je crois que le CPS, la Cour pénale spéciale qui est en train donc d'être mise en place en Centrafrique est déjà une bonne chose. C'est une bonne chose parce que les Centrafricains vont prendre à eux-mêmes les dispositions pour pouvoir juger des crimes commis sur leur territoire. Ils disent des crimes, des enquêtes ont déjà commencé sur les crimes depuis des années. Mais ce qui gêne peut-être, il paraît qu'il y a la pertinence de l'insécurité dans le pays et ensuite les difficultés de trouver des ressources financières pour gérer ces problèmes de juridiction et ensuite les mauvais états des structures pénitentiaires. Il paraît que les prisons ne sont pas ce qu'il faut. C'est ce qui a fait traîner jusqu'au jour d'aujourd'hui les enquêtes. Mais mieux vaut tard que jamais. Je crois que le fait que la Centrafrique elle-même veut prendre à bras le corps les crimes commis dans le pays
et pouvoir juger les personnes donc accusées donc de ces crimes-là, c'est déjà une bonne chose. Mais est-ce que c'est pas un effet d'annonce? Quand on voit l'état du pays même aujourd'hui, ça semble être un effet d'annonce de dire, bon, on va rendre opérationnel la CPS. Est-ce que la Centrafrique a les moyens? Oui, voilà. Ça, c'est la question. Parce que ce qui a gêné jusqu'à présent que les enquêtes aboutissent, c'est ce que nous sommes en train de citer au jour d'aujourd'hui. Bon, est-ce que réellement on va aboutir à démarrer ces jugements en Centrafrique? Toute la question se pose. Lorsque vous êtes en train de parler d'effet d'annonce, ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça, mais on attend de voir ce qui va se passer en Centrafrique. Mais ces crimes ne peuvent pas aussi rester impunis. Non, parce que il faut juger les crimes. Oui, quelle que soit la situation financière de la Centrafrique aujourd'hui, ces crimes doivent passer devant la justice. Il faut véritablement juger les auteurs de ces crimes. Et la communauté internationale a accepté de financer ce travail qui va être fait pour justement permettre aux gens de faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé. Mais aujourd'hui, la question, c'est la même. Est-ce que la Centrafrique est prête à pouvoir avancer, à accepter d'avancer dans ce schéma-là? Parce que les crimes en Centrafrique, le sujet est tellement sensible que on n'arrive pas à mettre les visages sur des noms, on n'arrive pas à mettre des noms sur des visages. C'est un dossier très sensible. L'ancienne présidente avait promis de faire ce travail, elle n'a pas pu le faire. Le nouveau, lors de sa campagne, a promis qu'il va le faire. Il a perdu tout ce temps. Aujourd'hui, on continue de se poser la question de savoir si véritablement les choses peuvent bien se faire là-bas. Justement, est-ce que la Centrafrique peut bien faire les choses en ce sens-ci? Parce que nous parlons de cour pénale spéciale, mais n'oublions pas que la CPI est financée par des bailleurs. La CPS sera également financée par ces mêmes bailleurs. Est-ce qu'on va éviter les erreurs qu'on a vues, par exemple, dans la CPI où on met quelqu'un en prison 10 ans après, on dire que non, c'est pas en fait lui. Vous savez, lorsqu'on atteint ce niveau d'impunité, ce que nous avons constaté pendant la Centrafrique, où la sécurité ne fait plus tellement recette, c'est inquiétant. Mais ce que moi je dis, c'est que lorsque nous prenons la mise en place même de la cour spéciale dont nous parlons, je pense que cela dénote d'abord d'une prise de conscience. Parce que ça a déjà fait recette, par exemple, au Sénégal. Avec Hissène Habré. Et puis, c'est une question aussi de terminologie. Parce qu'aujourd'hui, les Africains ne se retrouvent pas entièrement du fait qu'on puisse transférer les gens à la Cour pénale internationale. Mais ils ont adhéré comme des mouches qui tombent. Oui, bien sûr, parce que sans mesurer les conséquences futures. Voilà. Donc, aujourd'hui, je pense que quel que soit les prises de décision au niveau de la CPI pour redorer un peu son blason, il ne peut plus aujourd'hui convaincre les Africains. Je pense qu'aujourd'hui, les Africains sont mieux lorsqu'on crée ces cours-là et que ce sont les Africains. Lorsque vous prenez aussi le profil du procureur qui est mis en place, aujourd'hui, c'est un militaire qui connaît bien le terrain, qui lui-même a eu à prendre part à la sécurité de ce pays-là. Je pense que ne serait-ce que ce profil-là, au moins donne un peu l'espoir aux Centrafricains et que les gens ne vont pas aujourd'hui se dire que voilà, on transfère vraiment les Africains devant des coups et que c'est les étrangers qui les jouent. C'est vrai qu'aujourd'hui, le dispositif mis en place ne sera pas constitué que de Centrafricains. C'est vrai qu'il y a eu des voilà. Donc je pense que c'est une décision courageuse qu'il faut tôt ou tard prendre pour quand même éviter que ce pays-là qui a connu ce degré inquiétant d'impunité puisse retrouver un tant soit peu la stabilité, ne serait-ce que quand on va, les gens connaissent des gens qui ont tué des gens et qui côtoient encore aujourd'hui. Donc je pense que ça peut diminuer un tant soit peu ces rancœurs-là que ces populations-là traînent depuis très longtemps. D'accord. Nous allons maintenant marquer la pause pour regarder le journal et puis nous revenons après évoquer le Soudan du Sud.